On a près d'un quart de la population française qui recourt à des antidépresseurs. La société française semble être touchée par un malaise, certes, parfois invisible, mais palpable. Il y a plusieurs causes qui expliquent un peu cette épidémie de dépression. La dépression a des causes psychologiques, biologiques, mais également sociales. Et on retrouve plusieurs facteurs sociaux. On retrouve notamment la perte de repères, le délitement des structures familiales, mais aussi la précarité. Et cette réalité, en perpétuelle croissance, est très souvent appelée le mal du siècle. Pourtant, l'époque dans laquelle nous vivons est marquée par de nettes améliorations, notamment sur le plan matériel. Nous n'avons jamais été aussi avancés sur le plan technologique. On a accès aux derniers smartphones, aux derniers ordinateurs. Et pourtant, ça n'a pas l'air de nous rendre heureux. C'est derrière ce vernis de réussite qu'a l'air de se cacher un malaise très profond en nous. Et ces signes-là, la dépression, l'anxiété, ne se limitent pas du tout à des statistiques et à des signes cliniques. La plupart des gens ont l'air de se sentir seuls. Il y a une vraie crise de la santé mentale, des vrais problèmes de solitude dans notre société. This country has had a mental health crisis as other industrialized countries have for a long time. The pandemic has exacerbated. On n'a jamais été aussi connectés et pour autant, on n'a jamais été si seuls. Tous ces signaux tracent le portrait d'une forme de détresse collective. Aujourd'hui, on voit de plus en plus se développer l'industrie du développement personnel. Et c'est pas pour rien. Si l'industrie du développement personnel peut se développer, c'est qu'elle répond à une demande. Les gens veulent des réponses à leurs questions. Les gens veulent savoir pourquoi ils se sentent mal et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux sentir. Parfois, le développement personnel semble ne pas être suffisant. Ce malaise, en fait, c'est clairement pas un hasard, c'est le produit de nos sociétés et c'est aussi le produit du délitement du lien social en général. Et finalement, le sentiment de communauté tend à s'estomper dans nos sociétés occidentales modernes. Il y a un vrai sentiment de vide chez les individus. Et aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi et comment ce sentiment s'est installé. Bien sûr, la réponse ne sera pas exhaustive, c'est seulement une vidéo, il y a énormément de causes, mais on va essayer d'en faire un panorama ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo après quelques temps. La chaîne va prendre peut-être un tournant un peu plus philosophique. J'espère juste que vous... Ah, ça fonctionne pas. J'espère juste que vous aimerez cette vidéo et c'est parti. Après le philosophe Gilles Lipovetsky, notre société serait celle de l'ère du vide. Alors pour lui, notre société elle est marquée par la recherche constante du plaisir immédiat et par le divertissement. Je vais vous donner un exemple. Après la sortie de chaque nouvel iPhone, vous avez toujours une foule de personnes qui font la queue chez l'Apple Store et il y a une vraie effervescence pour la nouveauté et c'est comme ça à chaque fois pour toutes les nouvelles technologies, pour à peu près tout et n'importe quoi en fait. On est réellement excité par la nouveauté. Il y a une véritable forme d'obsession pour les dernières tendances et pour la satisfaction immédiate de la possession d'objets matériels. On est aussi dans une culture de l'instantanéité. L'accent est mis sur la vitesse. Maintenant, dès que vous avez un peu d'argent, c'est très facile d'obtenir ce que vous voulez en claquant des doigts. Par exemple, avant, on était quand même obligé de se déplacer au McDo, au fast-food, n'importe quoi pour aller chercher à manger quand on voulait manger dehors. Maintenant, il y a Uber, il suffit de l'application et ça y est, on paye et on exploite quelqu'un pour se faire ramener sa nourriture et on a juste à rester chez soi pour être servi. Et tout ça, ça nous habitue vraiment à la vitesse. Dès lors qu'on a un peu d'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut en claquant des doigts et ça nous habitue pas à attendre, ça ne nous habitue pas à la frustration. On peut avoir tout ce qu'on veut immédiatement, tout de suite. Et puis cette quête incessante de plaisir immédiat, de plaisir éphémère, elle peut aussi mener à une quête individuelle et une quête de narcissisme. La priorité, elle peut être au plaisir personnel plutôt qu'à l'engagement de long terme, l'engagement sur ses relations sociales. Je vais vous donner un exemple. Imaginons Martine se consacre à sa carrière professionnelle. Elle cherche à tout prix le prestige social et pour ça, elle va tout faire. Elle va faire des heures supplémentaires, elle va travailler à fond, elle va faire le travail qu'on ne lui demande pas. Tout ça dans l'espoir d'obtenir sa promotion et de monter dans sa carrière. D'ailleurs, je ne juge pas Martine parce que c'est le jeu dans lequel on est coincé. Tout le monde fait ça. Et puis au final, cette personne, elle peut négliger ses proches, elle peut négliger ses amis, elle peut négliger sa famille, ses relations amoureuses. Et tout ça, en fait, ça va détériorer sa vie
peu à peu, ces relations sociales vont se dégrader. Et finalement, dans cette quête pour atteindre ses objectifs personnels, elle va en perdre beaucoup au niveau de ses relations sociales personnelles. Et on sait tous que l'isolement est un gros facteur d'anxiété, un gros facteur de dépression. Là, j'ai pris l'exemple de Martine, mais les individus font ça à l'échelle globale, à l'échelle collective. C'est pas que des cas isolés, on est beaucoup à faire ça. Ça a des effets sur la santé mentale, ça peut augmenter l'anxiété, la dépression. Et finalement, l'obsession pour la réalisation de soi-même et pour le plaisir médiat peut conduire à une forme de vide existentiel et à une forme de narcissisme. On peut oublier les choses qui sont vraiment importantes au final. Les relations humaines deviennent plus labiles, les liens sociaux deviennent plus fragiles et on est confronté à un sentiment de vide existentiel. Les individus se sentent déconnectés d'un sens plus profond qui donne une signification à leur existence. Cette perte de sens et cette perte de signification globale, elle peut s'expliquer notamment par la théorie du désenchantement du monde de Max Weber. Avant, c'est les anciennes certitudes religieuses qui donnaient un sens à la vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ce qui peut laisser place à un malaise et à une forme de vide existentiel chez les individus. Le concept de désenchantement du monde a été théorisé par Max Weber au début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est le désenchantement du monde ? C'est le déclin des croyances religieuses et spirituelles et de leur influence sur la vie quotidienne ou la vie en général. Et finalement, peu à peu, les anciennes certitudes, elles ont perdu leur place et elles ont été remplacées par des valeurs séculières. Aujourd'hui, on valorise énormément... On valorise énormément la liberté et l'autonomie individuelle et ça, c'est des valeurs qui sont totalement modernes. Pour quelqu'un il y a 300, 500 ans, ça n'a peut-être aucun sens, mais pour nous, c'est un peu le cœur de nos vies. La perte des anciens repères, la perte des anciennes valeurs, ça conduit finalement à une perte de repères collectifs et à une quête individuelle de sens. Ça a aussi beaucoup influencé sur le sens qu'on donne à nos vies. Avant, le sens de la vie était tout donné et les gens vivaient pour le salut de leur âme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. Si on demande à quelqu'un dans la rue au hasard quel est le sens de votre vie, si on demande ça à 100 personnes, c'est possible qu'on ait 100 réponses différentes parce que c'est tellement propre à chacun. Les choses ont totalement changé. The universe is a cruel, uncaring void. The key to being happy isn't to search for meaning, it's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead. Et finalement, ces normes et ces valeurs religieuses ont été remplacées par des valeurs beaucoup plus séculières, non religieuses, basées sur d'autres principes, comme j'ai dit, comme la liberté individuelle, le choix personnel ou l'autonomie. Les anciens repères qui organisaient la vie sociale en Occident ne sont plus. Avant, le travail était basé autour d'un ordre et il était souvent guidé par des valeurs religieuses. Et dans de nombreuses cultures, le travail, c'était une voie par laquelle les individus pouvaient rendre hommage à Dieu. Et ça se voit dans d'autres domaines d'ailleurs. Dans l'art, il y a eu des changements. Avant, on faisait de l'art pour rendre honneur à Dieu. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même signification. Pour le travail, aujourd'hui, c'est pareil. On travaille plus pour rendre hommage à Dieu, on est plutôt dans des objectifs d'épanouissement personnel, de progrès social. Le travail n'a plus du tout la même signification sociale qu'auparavant. Et c'est un changement qui illustre très bien la manière dont les anciens repères religieux qui attribuaient une signification et une valeur spécifique à des éléments comme le travail ont été remplacés par des valeurs beaucoup plus séculières, axées cette fois sur l'individualisme, sur la réalisation de soi, sur l'autonomie. Et finalement, on peut dire que cette transition reflète très bien le déclin de l'influence religieuse dans nos sociétés. Là, j'ai pris l'exemple du travail et de l'art, mais on peut l'appliquer à de nombreux domaines. Et finalement, dans un monde où les anciennes valeurs religieuses ne font plus autant sens qu'avant, c'est mon chat, c'est important de trouver des nouveaux repères parce que parfois les individus sont perdus, il n'y a plus vraiment de valeurs universelles, il n'y a plus vraiment de morale universelle, il faut trouver soi-même du sens, il faut trouver soi-même de la signification et aussi il faut trouver soi-même sa morale, parce que la notion de morale universelle ne fait plus du tout autant sens qu'avant. La notion d'une morale universelle dictée par les dogmes religieux, aujourd'hui elle a plus aucun sens. Dans le monde occidental moderne, en tout cas, à la place, notre société voit émerger une pluralité de conceptions morales, ce qui peut être un défi, puisque chacun a sa morale et chacun adopte sa perspective sur ce qui est bon et sur ce qui est mal. Il y a finalement autant de morale que d'individus,
Et cette morale dépend du vécu des individus, du contexte, de la culture, et ça devient très très compliqué de trancher certaines questions. Les normes éthiques et les systèmes de valeurs ne sont plus du tout considérés comme universels absolus, mais plutôt subjectifs et influencés par d'autres facteurs comme la culture, les expériences personnelles et les contextes sociaux. Puisque chacun peut avoir sa propre définition de ce qui est juste moral, on est confronté à de nouveaux défis. L'absence de normes clairement définies, ça peut rendre très difficile la résolution de conflits éthiques et moraux. Si l'avortement est une question qui divise, c'est parce qu'on a plusieurs conceptions de la morale. Est-ce que le fœtus est un enfant qu'on tue, ou est-ce que il faut privilégier l'autonomie de la personne? En fait, tout le débat, il est là. C'est qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui ne l'est pas? Finalement, c'est une question qui est très très morale, et c'est pour ça que puisqu'on a une pluralité de conceptions morales, il peut s'avérer très difficile de répondre à cette question. Ce relativisme moral, en général, il comporte des risques. Les valeurs collectives et le bien commun peuvent être négligés, puisque le relativisme moral peut pousser les individus à privilégier leurs intérêts personnels au lieu de s'investir dans des liens sociaux plus solides et plus durables. Prenons un exemple. Crise humanitaire, famine, l'ONU demande à des milliardaires de verser quelques millions d'euros pour contribuer à l'effort contre la faim. Ces milliardaires peuvent le faire. Ils ont l'argent pour le faire et ça ne créera pas un trou dans leur budget. Ils refusent. Pourquoi ? Ils peuvent refuser pour plusieurs motifs. Un motif qu'on peut retrouver, c'est la liberté. Ils peuvent dire « Chacun est libre de choisir où va son argent. Nous avons travaillé dur pour ça. On ne voit pas pourquoi on devrait aider ceux qui ont moins bien réussi. » Dans cet exemple, en fait, le relativisme, il est utilisé pour mettre en avant les intérêts personnels des individus qui sont très très riches. Ils se basent sur le principe de chacun pour soi et ils mettent en avant leurs préférences personnelles, leur droit à la propriété et leur droit à disposer de leur argent comme bon leur semble. Il faut faire très attention avec le relativisme parce qu'il peut très bien être utilisé pour défendre des positions qui sont très égoïstes et très individualistes au final. Dans cet exemple, on retrouve plusieurs éléments qui sont frappants. On retrouve d'abord la priorité à l'autosatisfaction. Ici, on a des individus qui maximisent leur propre satisfaction sans penser aux autres. Ils privilégient leurs intérêts immédiats au lieu de l'intérêt du groupe humain. Enfin, de l'espèce humaine en général. On constate aussi un manque d'empathie. Le relativisme peut rendre beaucoup moins attentif aux besoins et aux perspectives des autres. On se concentre davantage sur ses propres préférences et ses propres interprétations de ce qui est correct. Et on retrouve aussi une forme de fragilisation des liens sociaux. Finalement, en privilégiant ses propres intérêts au détriment de valeurs communes partagées par le groupe, on peut affaiblir le lien social global en créant un sentiment de méfiance chez les autres. Ce qu'on observe aussi, c'est un déficit d'engagement durable. Le relativisme peut conduire à des relations beaucoup plus éphémères, beaucoup plus rapides. La personne serait davantage enclin à agir en fonction de son bien-être immédiat, de ses préférences, au lieu de cultiver des liens solides et durables avec les autres. Le relativisme, s'il est poussé à l'extrême, il peut mener à une préférence pour les intérêts personnels au détriment de liens sociaux qui peuvent être beaucoup plus solides et beaucoup plus durables. Finalement, le désenchantement du monde et la perte de repères culturels, de valeurs communes peut conduire à une aliénation et à une fragmentation plus grande des liens sociaux. Pour l'auteur Zygmunt Bauman, on vivrait dans la modernité liquide. La modernité liquide, c'est quoi ? C'est la société dans laquelle on vit et elle se caractérise par la fluidité, la mobilité des individus, des relations sociales, mais également des institutions. There are no solid structure around us on which we can rely, in which we can invest our hopes and expectations. Even most powerful governments very often cannot deliver on their promise. They don't have enough power. Dans une société liquide, les individus sont confrontés à des choix multiples et rapides. Il y a beaucoup plus d'instabilité dans la modernité liquide que dans la modernité solide. Les liens sociaux sont beaucoup plus éphémères, beaucoup plus instables qu'auparavant. Les individus ils doivent s'adapter sans cesse aux changements
Les valeurs traditionnelles, les structures sociales traditionnelles comme la famille élargie, les communautés locales étroitement liées ont tendance à disparaître pour faire place à des structures beaucoup plus instables. Avant, les familles élargies traditionnelles, elles offraient des repères stables aux individus, elles changeaient pas dans le temps, c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, il faut s'adapter à des séparations très fréquentes, les divorces sont de plus en plus communs et les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. Et tout ça, ça crée des formes d'instabilité et de perte de repères qui sont pas seulement individuels mais qui sont collectifs puisque ça touche absolument tout le monde. Les individus sont beaucoup plus enclins à s'associer à des structures éphémères plutôt qu'à des structures durables dans le temps. Dès lors, les relations sociales en prennent un coup puisqu'elles ont tendance à devenir beaucoup plus superficielles. Pour Bauman, aujourd'hui, on formerait davantage des connexions que des relations. Et tout ça, ça se voit aussi dans le monde du travail. C'est le sociologue Richard Sennett qui en parle. Avant, c'était très commun de rester dans la même entreprise toute sa vie. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les formes d'emploi instables, les CDD sont beaucoup plus normalisées. D'ailleurs, si vous êtes jeune, on vous a déjà dit vous allez sûrement changer de métier 3 fois au cours de votre carrière ou le métier que vous allez faire n'existe pas encore. En fait, c'est ça, on ne sait pas. Il y a une grande incertitude quant au futur, même dans le monde du travail. Ces changements sociaux et culturels ont contribué à l'émergence d'une société beaucoup plus marquée par l'individualisme, l'instabilité et l'incertitude. Et tout ça, ça a contribué à entraîner un malaise profond chez les individus. Et finalement, la recherche de sens et de valeurs devient primordiale pour construire de nouveaux liens sociaux beaucoup plus durables et beaucoup moins superficiels. C'est important de retrouver du sens à nos vies et des significations beaucoup plus profondes. Même si le panorama est plutôt pessimiste et si l'ère du vide pose des défis, tout n'est pas perdu. Et je vais vous montrer quelques voies d'espoir proposées par le philosophe québécois que j'aime beaucoup, Charles Taylor. Alors, Charles Taylor parle de réenchanter le monde. Pour lui, il faut trouver du sens, de la signification dans ce monde. Il faut pas se laisser porter par la quête du consumérisme, par le plaisir éphémère. C'est très important de retrouver du sens et des significations plus profondes, de s'engager dans quelque chose qui nous dépasse. Pour lui, c'est important de retrouver des valeurs collectives. Il faut trouver un peu un compromis, un équilibre entre les aspirations individuelles et les responsabilités sociales. La redécouverte de valeurs collectives peut contribuer à renforcer le lien social. Et pour lui, le relativisme, c'est pas quelque chose de négatif en soi si on arrive à trouver de nouvelles valeurs communes. Il faut trouver des repères et du sens. Pour Charles Taylor, il faut prendre conscience que certaines valeurs peuvent être communes à l'ensemble de l'humanité tout en respectant la diversité culturelle. Et grâce à ça, en fait, on pourrait former une morale avec des fondements éthiques très solide. Pour Charles Taylor, il faut établir un terrain d'entente parce que pour lui, il est tout à fait possible de construire une morale et une éthique solide en prenant en compte la diversité et en garantissant le respect des droits et de la dignité de chaque individu. Pour ça, c'est très important d'établir un dialogue interculturel et une réflexion approfondie sur les fondements de nos valeurs communes et ce que signifie être un être humain. La pensée de Charles Taylor, elle nous donne des perspectives d'espoir pour l'avenir, pour le futur, pour construire un avenir où la recherche du bonheur va au-delà de la satisfaction immédiate pour finalement s'inscrire dans une quête beaucoup plus profonde de sens, de solidarité et d'accomplissement. Dans un monde marqué par la culture du plaisir éphémère et de la consommation, les liens sociaux s'affaiblissent et un malaise profond se répand. Pour construire un avenir meilleur, il est temps de redécouvrir des valeurs collectives et de chercher un sens plus profond au-delà de la superficialité. Finalement, en adoptant une réflexion commune et en valorisant notre diversité, nous pourrons surmonter cette crise de sens et créer un futur plus épanouissant pour tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, le chat ne veut pas rester. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la tourner. J'ai beaucoup aimé l'écrire. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous pouviez me soutenir sur mon Patreon, ce serait aussi très gentil. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. On se retrouve dans un mois pour la prochaine et prenez soin de vous en attendant.